2 policiers ont arrêté une femme noire sur une aire de repos, puis sont entrés au tribunal le lendemain et l'ont trouvée assise sur le banc, en tant que juge. Ce n'était censé être qu'une pause rapide, 10 minutes tout au plus. La juge Amandine Leroy venait tout juste de terminer un colloque judiciaire de 3 jours à Montclar-sur-Lèze, en Occitanie, et reprenait la route vers chez elle, à Angers. Elle n'était pas en robe noire ni en escarpin, juste en basket, pantalon ample, un vieux pull gris et cette lassitude profonde, celle qui ne s'installe qu'après des décennies à défendre les principes de justice dans un monde qui s'y dérobe trop souvent. Le soleil descendait lentement, teintant l'horizon d'un or ambré. Après presque 4 heures de route, elle s'arrêta sur une petite aire de repos à l'extérieur de Saint-Armand-de-Vienne, un bourg d'à peine 5000 âmes. 2 routiers fumaient près des distributeurs automatiques. Un père jouait au frisbee avec son fils dans un carré d'herbe sèche. Amandine gara sa voiture à l'ombre d'un vieux tilleul, soupira longuement, puis s'étira, les genoux craquant doucement sous l'effort. Son téléphone vibra. C'était Paul, son mari. « T'es bientôt arrivé ?» demanda-t-il. « Je me suis arrêté 2 minutes pour m'étirer, » répondit-elle. « T'en fais pas, je ne suis pas au volant. » Elle entendait des oiseaux et le crissement discret des pneus sur le gravier. « Je te jure que mes anges vont porter plainte, » plaisanta-t-elle. Paul rit doucement. « T'es toujours la femme la plus coriace que je connaisse. » Ils parlèrent quelques minutes, du reste de Blanquette dans le frigo, de leur petite nièce admise à l'université, de rien d'urgent, de choses tranquilles. Puis, Amandine aperçut un pick-up blanc entrer sur l'aire. Marquage de la gendarmerie. Une seconde voiture suivait. Pas de sirène, pas de gyrophare. Elle n'y prêta guère attention. Elle avait collaboré avec les forces de l'ordre pendant plus de 30 ans. Ils passaient, saluaient, repartaient. Elle adressa même un léger sourire au plus grand des 2 gendarmes lorsqu'il descendit. Il ne le lui rendit pas. Il se contenta de la fixer. Elle redressa un peu le dos. Elle était encore au téléphone. « Tout va bien ?» demanda Paul. « Peut-être, » répondit-elle doucement. « La gendarmerie locale vient d'arriver. » Il n'insista pas. Il connaissait ce ton. Les 2 hommes s'approchèrent. L'un était grand, le teint rougi par le soleil, cheveux en brosse. L'autre, plus trapu, portait une moustache raide comme une brosse. « Madame, » dit le grand, la main près de son ceinturon, « pouvez-vous raccrocher un instant ?» Amandine plissa les yeux. « Puis-je savoir de quoi il s'agit ?»« On a reçu un signalement d'individu suspect, » répondit le moustachu. « Vous correspondez à la description. »« Quelle description ?» demanda-t-elle calme. « Femme noire seule, potentiellement sous influence. » Amandine soupira. « Pas de colère, juste de la fatigue. »« Messieurs, » dit-elle d'un ton égal, « je suis la juge Amandine Leroy. Je me suis arrêtée pour m'étirer et passer un appel. Je peux vous présenter mes papiers. » Elle sortit lentement son portefeuille et leur tendit sa carte d'identité et son insigne judiciaire. Ils y jetèrent à peine un regard. « Posez les mains sur le capot du véhicule, » ordonna le plus grand. « Est-ce que vous me placez en garde à vue ?» demanda-t-elle. « Pas encore. On vérifie. »« Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne, » répondit-elle. « Il vous faut plus qu'un simple appel anonyme pour me retenir. Vous refusez d'obtempérer » tonna déjà le petit. « Je vous explique que je connais mes droits, » dit Amandine. « Je n'ai rien fait d'illégal. » Mais ce n'était pas ce qu'ils voulaient entendre. Au moindre geste trop lent, ils la saisirent brutalement, lui tordant les bras dans le dos. Son téléphone tomba au sol. Paul était toujours en ligne. L'un des gendarmes ramassa l'appareil, vit son nom à l'écran, et coupa l'appel sans dire un mot. Amandine ne résista pas. Elle ne cria pas. Elle restait droite, avec cette maîtrise forgée au fil des années. Son visage ne trahissait ni peur ni colère, juste une longue expiration de lassitude. Mais ce n'était pas fini. À quelques mètres de là, dans un SUV stationné, un adolescent observait la scène. Il s'appelait Malik et filmait déjà avec son téléphone. Sa mère, au volant, ne remarquait rien encore, trop occupée à chercher une station-service sur son GPS. La caméra captait tout, la femme noire calme et digne, les menottes, le ton sec des ordres, le mépris dans le regard. Dans la voiture, Amandine était assise droite, les poignets enserrés, la tête haute. Le gendarme Hugo Plantier restait debout, les bras croisés comme s'il avait accompli quelque chose d'héroïque.
Son collègue, Gérard Moine, marchait nerveusement près du capot, fixant toujours la carte judiciaire comme s'il espérait qu'elle avoue un crime. L'ironie ne lui échappait pas. Elle avait présidé des dizaines de cas similaires, contrôle au faciès, usage excessif de la force, absence de motif valable. Toujours la même pièce, juste un autre décor. « Gendarme Plantier », dit-elle à travers la fenêtre entr'ouverte. Il ne répondit pas. « Je tiens à signaler que je n'ai pas été informé de mes droits, ni accusé d'aucune infraction, et que je suis juge fédéral en exercice, ayant juridiction sur ce territoire. » Il se pencha légèrement vers elle. « Les juges n'ont pas de traitement de faveur. Même si vous étiez présidente de la République, vous n'avez pas à désobéir. »« J'ai obéi à toutes vos demandes légales, » répondit-elle. « Je vous ai donné mon identité. Vous avez choisi de l'ignorer. » Moine revint. « Rien à signaler, dit-il. Pas de mandat, pas d'antécédent. »« Recommence la vérif, » répondit Plantier. « Il y a quelque chose qui cloche. Ou peut-être, dit Amandine, que l'idée d'une femme noire en survêtement vous mettant au-dessus de vous dérange. » Le silence qui suivit fut tranchant. Moine jeta un coup d'œil inquiet vers elle. « On aurait dû appeler du renfort, » marmonna-t-il. « Du renfort pourquoi ?» demanda-t-elle. « J'ai passé un coup de fil et jeté une bouteille à la poubelle. » Dans le SUV, Malik filmait encore. Sa mère venait enfin de remarquer. « Arrête de filmer, Malik. »« Je peux pas, » murmura-t-il. Ils l'ont pas interrogé. Ils l'ont juste arrêté. Quelques minutes plus tard, un autre véhicule entra vivement sur l'aire. Un bref coup de sirène, puis silence. Un gendarme mobile descendit, grand noir, uniforme impeccable. Il balaya la scène du regard. Une femme menottée. 2 collègues. Tension palpable. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. « Sujet suspect ?» répondit Plantier. « On vérifie l'identité. » L'homme jeta un œil à l'arrière de la voiture, vit le visage d'Amandine et se figea. « Madame la juge Leroy ? Heureuse de voir un visage familier, dit-elle. « Libérez-la immédiatement, ordonna-t-il. « Attendez, vous la connaissez ? demanda Plantier. « C'est la juge Leroy. Elle a prononcé le discours d'ouverture du colloque hier. » Silence. Plantier resta bouche bée. Moine s'empressa d'enlever les menottes, maladroitement. « Vous aviez pas dit que vous étiez juge, » marmonna-t-il. « Je l'ai dit 2 fois, » répondit-elle. « Vous n'avez pas écouté. » Mais le vrai choc ne se produisit pas sur cette aire de repos. Il se produisit le lendemain dans une salle d'audience du tribunal d'Angers. La salle 2B était bondée. Pas seulement d'avocats ou de journalistes. Il y avait des infirmières, des étudiants, des livreurs, des retraités. Tous avaient vu la vidéo. Tous comprenaient ce qu'elle signifiait. Plantier et Moine étaient là. Cravate mal nouée, main moite, ni insigne, ni arme, juste des dossiers minces et des visages crispés. « Levez-vous, » dit le huissier. Ils se levèrent, et lorsqu'Amandine entra et prit place derrière le banc, ils restèrent figés. C'était elle, la femme qu'ils avaient menottée, celle qui maintenant détenait leur avenir entre ses mains. « Gendarme Hugo Plantier et Gérard Moine, » dit-elle. « Vous êtes ici dans le cadre d'un examen pour comportement incompatible avec vos fonctions. Comprenez-vous ? » « Oui, madame la juge, » dit Moine. « Ce ne sont pas des poursuites pénales, » continua-t-elle, calme mais ferme. « Mais vos insignes, vos carrières et la confiance du public sont en jeu. » Le poids de ces mots emplissait l'air. Même le vieux ventilateur semblait s'être tu. « Oui, madame, » murmura Plantier. Son regard ne vacillait pas. « Soyons clairs, je ne me récuserai pas. Si vous souhaitez contester, c'est le moment. » Un silence tendu, mais aucun ne parla. La juge fit un signe au greffier. « Lancez la vidéo. » La salle s'assombrit. L'écran s'illumina. L'enregistrement de Malik débuta, flou, tremblant, mais implacable. Sa voix calme, leurs ordres brusques, les menottes, le rictus furtif de Plantier. La vérité, brute et impitoyable. À la fin, l'écran s'éteignit. Mais son empreinte restait. « Souhaitez-vous vous expliquer ?» demanda-t-elle. Plantier se leva lentement. « On a réagi à un appel. On ne vous avait pas reconnu. Ça a dégénéré. Faut-il reconnaître quelqu'un pour le traiter avec décence ?» demanda-t-elle sans hausser le ton. Moine se leva à son tour. « Cet air de repos. On y a eu des problèmes. On a réagi. Mais on ne voulait pas faire de mal. » Sa voix descendit d'un ton, plus grave, plus tranchante. « Mais vous avez causé du tort. Vous avez choisi la force plutôt que le dialogue, le préjugé plutôt que la vérification.
Vous avez vu une femme noire seule, et vous avez eu peur. » Ils ne répondirent pas. Ils n'avaient pas d'excuse valable. « La justice exige plus, dit-elle. Plus d'écoute, plus de prudence, plus d'humanité. » Elle leva son marteau. Un seul coup. Sec. Sourd. « Je recommande la suspension immédiate et le renvoi au procureur général pour examen disciplinaire. » Personne n'applaudit. Le silence était lourd, mais pas gênant, juste respectueux. Elle se leva, ôta sa robe et marcha hors de la salle. Aucun des deux gendarmes ne leva les yeux. À l'extérieur, le monde avait déjà vu. 3 millions de vues. Et ce n'était qu'un début. Amandine, elle, ne fit aucune déclaration, aucun communiqué. Elle ne cherchait pas les projecteurs. Elle survivait à leur lumière. De retour chez elle, Paul lui apporta une tisane. Camomille. 2 gouttes de miel. Pas plus. Il ne lui demanda rien. Il n'en avait pas besoin. Il s'assit près d'elle, en silence. Un silence qui accompagnait, pas qui pesait. Les azalées refleurissaient, roses, insolentes. Elle les regarda danser dans la brise. Rien de spectaculaire. Juste une résistance douce. Une semaine plus tard, Moine envoya une lettre. Puis se présenta chez elle, seul, sans uniforme, sans avocat, juste un homme, fatigué. « J'ai revu la vidéo, dit-il, debout sur le seuil. Je ne me suis pas reconnu. Ce n'était pas l'homme que je croyais être. Je suis désolé. » Elle le fixa, longuement. « Je ne vous pardonne pas parce que vous vous excusez, dit-elle. Je vous pardonne parce que je refuse que ce moment me vole davantage. » Il hocha la tête, sans rien ajouter, puis s'en alla. Elle resta là. Le porche éclairé, le vent tiède, et le monde un peu plus léger. Les graviers crissaient sous les pas du silence, comme si même le sol retenait son souffle devant la paix que sa présence imposait. Les lampadaires diffusaient une lumière douce, presque timide, respectueuse de ce qu'elle incarnait. Il n'y avait plus besoin de mots, ni d'uniforme, ni de marteau pour frapper. Sa simple silhouette suffisait. Elle n'était pas que la loi, elle en était la conscience. Une mémoire vivante des luttes anciennes, une promesse de justice pour les voix qu'on n'entendait plus. Tranquille. Comme un fleuve qui connaît le chemin, même dans l'obscurité, inébranlable. Comme une montagne qui a vu les saisons passer, sans jamais plier. Indispensable.